let's go. Donc, bonjour à tous. Vous êtes ici dans la salle pour la présentation NoGeoSQL, donc un petit voyage dans les fonctionnalités géographiques au niveau des bases de données relationnelles et non relationnelles. Je m'appelle Nicolas Linger et j'espère vous faire voyager un petit peu dans cette présentation. J'ai passé 8 ans chez Mappy.com où j'ai fait de la géo en long, en large et en travers, et en particulier sur la partie géocodeur de chez Mappy et dans tout ce qui est l'infrastructure DevOps. Aujourd'hui, je travaille dans un cabinet de conseil en technologie et de design technologique qui s'appelle NovaCodex, et je suis contributeur pour Hypernet Search dans la fonction spatiale, de recherche spatiale. La géographie dans les bases de données, ça fait une trentaine d'années que les fonctionnalités existent. Mais malgré tout ce temps-là, ça reste une fonctionnalité qui est utilisée dans des niches, des acteurs qui s'y connaissent, entre guillemets. Et ça n'a pas été autant démocratisé que des fonctionnalités qui pourtant, en termes de dénormalisation de données, sont très semblables, comme la recherche full text. Ce qui est assez étrange, c'est que les besoins sont latents, puisque toute l'activité humaine est ancrée dans le côté géographique spatial. Les achats qu'on fait sont faits à des choses, les paquets qu'on envoie sont à des endroits, donc il y a un côté ancré dans la réalité de ce sujet technologique qui vraiment est spread dans tous les éléments de la vie. Donc on peut se demander quels sont donc les enjeux, c'est quoi la difficulté qui est rencontrée par les développeurs pour mettre en place des solutions de ce type-là. Donc je vais vous faire un petit voyage pour vous expliquer comment on est passé de technologies qui ont émergé au début de l'histoire de la géographie dans les bases de données, qui s'appellent les SIG, les systèmes d'information géographique, et comment on a évolué, comment on a des nouvelles façons de traiter les choses qui sont apparues dans la deuxième vague, qui s'appelle LBS pour Location Based Services, donc un ensemble de services axés autour de la localisation des choses, des personnes et des objets. Donc, les systèmes d'information géographique servent à gérer, ont été conçus pour gérer le monde physique, pour gérer la topographie, c'est-à-dire où sont les choses dans l'espace, que ce soit les ressources naturelles, les éléments que les êtres humains installent dans cet espace, et on va penser par des choses très bêtes, mais quand EDF place des câbles électriques pour faire la distribution, le papier et le crayon, pour savoir où ils sont, ça monte ses limites assez rapidement. Et donc, ils ont besoin de créer des systèmes d'information qui savaient gérer cette composante spatiale. Alors, on dit géographique ou spatiale, les deux mots sont quasiment équivalents. De ces besoins, je dirais, naturels, parce que physique et du monde réel, la mise à disposition des outils a amené des besoins qui sont apparus derrière, et l'un des premiers qui a émergé derrière, c'est toutes les problématiques de géomarketing. Le géomarketing, c'est j'ai un ensemble de magasins, je veux les distribuer dans l'espace pour pouvoir adresser mes clients, comment je m'y prends, et les outils ont été très vite récupérés par les gens qui faisaient cette spécialité-là, géomarketing. Donc c'est vraiment les deux grandes tendances qui ont démarré la géographie et le côté recherche d'information spatiale. Alors un SIG, c'est quoi ? C'est tout un ensemble d'outils et ça ressemble à ça. Donc voilà, ça c'est un exemple, c'est MapInfo professionnel. Ça c'est la partie visualisation. Donc c'est un soft client lourd sur votre ordinateur. Il y a une partie qui peut être faite côté serveur, et nous on va s'intéresser aujourd'hui plus particulièrement à comment je stocke mes données. C'est-à-dire que quand je fais du SIG pour éditer de la carte, des points, des emplacements, je le fais d'abord, on l'a d'abord fait sur des fichiers locaux, puis les volumétries et les problématiques grandissantes, les informations se croisaient, on l'a fait au niveau national, donc on a besoin d'espaces de stockage qui stockaient deux choses, un fond de plan, donc la carte en elle-même, c'est-à-dire la représentation de l'espace géographique, et mes infos à moi qui sont par-dessus, c'est-à-dire est-ce que c'est mes infrastructures, mes magasins, mes clients, mes commandes, mes événements qui sont dans l'espace, comment je les gère. Donc pour gérer cette information, on a eu besoin de solutions de stockage. Alors les enjeux sur les données spatiales sont... Les données sont difficiles à stocker. En effet, dans une base traditionnelle, on est dans les années fin des années 80, début des années 90, on a des bases relationnelles qui prennent des colonnes avec des types.
Un polygone, ça tient pas dans une colonne SQL. Mais alors, genre, vraiment pas, quoi. Donc, on va avoir des stratégies pour décrire les objets où on va faire une table de points, une table de vertex, une table de polygones qui lie tout ça. Donc, la lourdeur du stockage de l'information est assez importante. Ensuite, la donnée, elle est voire tridimensionnelle. C'est-à-dire que vous avez au minimum une position géographique, c'est une latitude, une longitude. Je passerai dans toute la présentation sur les problèmes de projection, que j'aborderai pas ça, qui sont trop compliqués pour le temps qui nous est imparti. Ou même tridimensionnel, je pense en particulier aux gens qui sont occupés de placer les antennes pour les relais GSM. Eux, il faut non seulement que l'antenne elle soit placée XY correctement, mais en plus, il faut que le Z et les bâtiments qui sont autour, donc il y a une gestion de plusieurs dimensions de data qui ne se rencontrent pas fréquemment. Quand vous avez une date, c'est une seule dimension, même si c'est une information dense. Alors il se trouve qu'en plus d'être bidimensionnel, cette information est dense. Donc on n'a pas une série de valeurs discrètes. Une position, latitude, longitude sur la planète, ça a autant de précision qu'on veut bien descendre. Donc on combine les deux problématiques en termes d'accessibilité de la donnée et de recherche. Et par-dessus ça, on a des données qui sont volumineuses, voire très volumineuses. Quand on a l'ensemble des routes du monde entier sur lequel on veut travailler, ça représente plusieurs téras de data en format vecteur. Quand on les transforme et qu'on en fait des cartes, ça représente du bitmap avec encore plus de volumétrie. Et donc voilà, on combine plusieurs axes qui sont difficiles en termes de stockage et de requêtage de données. Pour la partie SIG, a émergé une norme de service entre la couche de stockage et les applications qui vont y accéder. Cette norme est éditée par un consortium qui s'appelle l'Open Geospatial Consortium, et les éditeurs de SIG, alors que ce soit des SIG, là je parle de SIG en tant que client, que sont Esri, Mapinfo, Geoconcept, qui est français, et QuantumJinx, qui est un projet open source et gratuit, vont s'appuyer sur ces normes pour accéder aux différents lieux de stockage de l'information. Alors comment ça a été réalisé? Ça a été réalisé d'une manière comme du SQL en pire. Tout ce que vous avez aimé dans le SQL. C'est une surcouche complexe au SQL, donc vous avez des tas de nouveaux opérateurs de savoir si mon polygone est dans un donut qui intersecte avec ma surface, est-ce que le point est dedans. Mais ça gère les cas de la vraie vie. C'est-à-dire que quand on a ce genre de questions et qu'on veut gérer de la data géographique avec ces problématiques-là, il faut bien un set de langage avec des opérateurs géographiques qui le gèrent. Il y a des variations dans les implémentations, comme toute bonne norme. Donc vous avez du support qui peut être différent entre les différentes implèmes. Et en particulier, comme c'est dans une base relationnelle, en termes de scaling, c'est assez difficile. On va vous parler assez vite. On verra dans les implémentations, la version entreprise d'Oracle, les clusters, ça se passe assez mal. À quoi ça ressemble? Ça ressemble du SQL spatial, ça ressemble à ça. Alors ça, c'est la version Oracle. On voit le verbe SDO interact, qui est l'opérateur Oracle de est-ce que les deux géométries sont en concurrence, enfin s'interceptent d'une quelque manière que ce soit, à l'intérieur, par l'intérieur, coupe, pas coupe. Et derrière, on a la shape de l'objet C de mes colla market qu'on récupère, et on définit à la volée une forme. Donc vous avez tous reconnu la forme avec laquelle on intercepte la forme de mon colla market. C'est très lisible et on comprend bien ce qui se passe. Alors, il se trouve que dans la norme, je parle de la norme OGC, c'est les normes OGC. Donc là, c'est la liste non exhaustive d'une partie des 50 normes qui ont été définies sur les relations spatiales, sur les bases de données relationnelles. Alors je vous passe le très fameux WCPS, Web Coverage Processing Service, qui définit des moyens d'accéder à un processing service remote de ces instances de Carto pour faire de la transformation de data. Les mecs, ils ont été full scale, c'est-à-dire qu'ils ont défini tout ce que vous pouviez jamais faire avec de la data géo. Par contre, pour se plonger dedans en tant que développeur, c'est un peu un cauchemar, quoi. La stack, elle ressemble à ça. La stack, c'est un front de plan, la carte du monde, c'est grand, c'est beaucoup. Vos données à vous, plus petits, mes points, mes data, mes users. Si vous avez Facebook, vous en avez beaucoup dans les projets. Généralement, la volumétrie de données qu'on essaye d'intégrer est quand même plus légère. On a la couche de stockage qui doit gérer cette complexité, qu'il faut installer, savoir opérer, éventuellement scale out quand on a de l'audience qui augmente. La partie visualiseur qui est le SIG, avec des bouts côté serveur, des bouts côté client quand on est du client lourd.
Et puis, les différentes machines des utilisateurs. Est-ce qu'on a des utilisateurs sur Mac, sur PC, sur Linux et tout ça? Je vous dis tout de suite, la LCG sur Linux, à part QuantumJS, c'est un peu difficile. Donc la question, c'est what? Attendez, pour faire de la géo, faut être forcément une compagnie dont le géo, c'est la métier. On peut pas juste faire de la recherche géo, puis on s'arrête, quoi. Parce que s'il faut mettre tout ça en œuvre, mon projet avec mon client et tout ça, on va pas y aller. Alors, ce que j'essaye de vous montrer aujourd'hui, c'est qu'on va essayer de regarder qu'est-ce qu'on a à faire aujourd'hui. La chose qui a changé la vie, et vous le connaissez tous, au moins une plateforme de LBS, c'est l'apparition des services sur le web pour rendre ces services. Et celle que vous connaissez tous, c'est évidemment Google Maps, son API et ses services. Qu'est-ce qu'ils apportent? Ils apportent du plan, ils apportent du géocodage. Géocodage, c'est l'action de transformer une adresse qui est dans une base ou qui a été tapée par un utilisateur en une référence géographique, qui peut être généralement une latitude-longitude, mais pas forcément. Et la capacité de faire des itinéraires. Alors, l'itinéraire, c'est moins fréquent que dans des projets en est, mais généralement, le client, une fois qu'il a du plan et du géocodage, il dit « Ah ben, mon client, il a trouvé mon magasin, comment je l'emmène de chez lui à mon magasin? Je veux aussi cette fonctionnalité-là. » Donc, ça fait un set de fonctionnalités qui vient souvent ensemble. L'avantage des plateformes en ligne, c'est qu'elles sont capables de gérer des millions de hits par jour. C'est édité par des gens comme MapQuest, Google, Yahoo Maps quand elles existaient, Mappy, et ces gens-là savent gérer et ont la capacité de délivrer du plan, du géocodage itinéraire dans des gros volumes. Donc ça vous enlève la partie OK, je gère la complexité mondiale, et disponible via des API simples, généralement intégrés dans des navigateurs JSON, avec du JSON, JavaScript, REST. Souvent gratuitement, mais pas toujours. Quand vous franchissez des volumes, il y a un moment, il faut bien participer à l'écosystème. Si vous voulez une plateforme LBS de ce type-là, qui soit internalisée chez vous parce que vous faites un intranet pour un client, il y a des solutions. Il y a des appliances Google Maps que vous pouvez acheter et que vous internalisez. L'objectif, c'est ça. Donc ça, c'est un site d'annuaire jaune connu en France. Et ça fait quoi? Eh ben, ça fait que, on le voit se marquer tout en bas dans le coin, la carto, elle est fournie par Mappy. Donc ils fournissent quoi? Ils fournissent le service de plan, ils fournissent les fonctionnalités qui permettent, à partir des adresses des professionnels référencés dans Page Jaune, de transformer l'adresse en un point qu'on peut placer sur la carte. Et on a bien séparé, on a bien le fond des services géographiques qui est fourni par Mappy et la partie données clientes qui est fournie par Page Jaune. On a séparé les problèmes. Le métier spécifique de cartographie est géré par Mappy, la partie business est gérée par Page Jaune. Donc les services, on reprend, plan. On va étudier un peu quel est le problème. Le problème des plans, c'est que les données sont extrêmement volumineuses. D'abord en leur format vecteur, parce que ce qu'on reçoit des fournisseurs qui font de la digitalisation du monde réel, dans les rues, ce sont des vecteurs. Donc il y a une grosse volumétrie là. Elle est encore plus décuplée, parce qu'on va prendre ces vecteurs et on va créer des images avec, donc il faut pouvoir les stocker, les gérer, les trouver. Et trouver les dalles de plans, donc les petits bouts de plans qui servent à faire votre affichage, c'est un problème géographique. Parce qu'on va chercher de l'information dans un certain secteur de l'espace géographique. Donc, il faut du processing, il faut du stockage, et en plus, l'algorithme de recherche, il est de type géographique. Bon, ça tombe bien, c'est un service qui vous est offert, qui est providé par ce genre de plateforme. Ensuite, vous avez les géocodages. Le géocodage, gérer les données qui servent à rendre le service, c'est quelque chose de géographique. Il y a le dessin des rues, il faut les découper, il faut savoir quelle est la rue, tous les tronçons qui sont du même nom, gérer les villes, les inclusions et tout ça. Donc le processing des données. L'algorithme de recherche, lui, n'est pas géographique du tout, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je rappelle le problème, il s'agit de transformer une adresse en un point XY. Le problème, la plupart du temps, c'est que la normalisation de la façon dont les gens écrivent les rues, c'est 0. C'est-à-dire que vous tapez rue de Rivoli avec un S, si vous faites, vous avez besoin de full text search pour trouver le bon record. Et une fois que vous avez le bon record, placé sur l'abscisse curviligne du dessin de la route, un XY en fonction du pourcentage des numéros de rue, franchement, c'est un tout petit problème. Il n'y a pas de recherche géographique dans ce problème-là. Encore une fois, c'est quelque chose qui est servi par les plateformes. C'est d'autant plus intéressant que l'expertise pays par pays, de savoir comment les pays adressent leur ville, leur rue, leur voie, leur numéro, a beaucoup de valeur. Google, ils ont découvert en ouvrant la carto sur l'Europe que quand on a un numéro dans une rue, c'est pas le kilomètre
dans la rue, comme aux États-Unis. Ça n'a rien à voir. Surprise. Ah, à Tokyo, il n'y a pas de rue il n'y a pas de numéro dans les rues. Il y a des noms de quartiers, il y a un numéro, et pour savoir où est le numéro, on s'adresse au poste de police du quartier. Donc, il y a une culture terrain que dans votre projet, c'est pas votre job de gérer cette culture-là terrain, quoi. Encore une fois, c'est là où les plateformes qui fournissent des services vous apportent une libération sur l'aspect géographique sur ces sujets-là. Service, calcul d'itinéraire. Encore une fois, c'est un graphe de nœuds et de relations avec les segments. Les données sont géographiques. Computer un graphe pour faire le calcul, c'est très géographique, une notion de distance et tout ça. L'algo de recherche, lui, c'est pas géographique. Voyageurs de commerce, recueil simulé, vous aviez la conf Neo4j, voilà. Ça c'est, on est dans la base de données graphes, on n'est pas du tout dans la recherche géographique bidimensionnelle d'informations dans un secteur, pas du tout. Ce problème-là, contrairement aux deux précédents, il a une petite spécificité, c'est que le sharding, donc la répartition de charge de la recherche de graphes, fait partie des choses un petit peu ardues. Je ne dis pas que c'est impossible, parce qu'il y a des thèses, des choses qui avancent sur le sujet, mais ça reste assez coton. Parce que pour faire Porto-Vienne, si vous avez 3 machines à interroger, sans savoir par où passe votre itinéraire aux frontières de votre sharding et votre découpage, un petit peu ardu à mettre en œuvre. Mais il y a des algos. Donc avec les plateformes LBS, la promesse c'est ça. Alors, promesse, c'est le fond de plan, la grandeur des données, la volumétrie, c'est plus mon problème. Le stockage, c'est pas moi. Le visualisateur, c'est pas moi. Et en plus, je suis compatible tout navigateur. Ouais. Et il y a un truc qui reste, il n'y a pas de croix, c'est les données internes. Les données internes, elles sont chez vous, elles ne sont pas chez Google. En plus, ça vous arrange qu'elles ne soient pas chez Google. Et il faut quand même quelque chose, il faut les chercher, il faut les afficher, Google va vous aider à les géocoder. Vous avez des adresses, ils vont vous dire les points XY. Vous avez des XY, punaise, comment on cherche dedans? Et donc le 4e thème qui est peu ou pas traité et qui reste un peu à votre charge en tant que développeur si vous essayez d'assembler un projet où il y a de la géo, ça va être la recherche de points d'intérêt. Alors c'est cool, les objets sont simples, c'est des points. Il y a une coordonnée avec 2 dimensions, la plupart du temps. Donc la taille, c'est la taille de votre projet, vous n'avez pas à gérer la Terre entière en termes de volume de données. Par contre, pas de bol, l'indexation est géographique. On va bien chercher un subset de données dans un certain secteur. Et ça, on est dans le côté bidimensionnel. Coup de bol, ça se répartit assez bien. C'est-à-dire que la recherche de points d'intérêt, si vous faites une machine qui gère les États-Unis, une machine qui gère l'Europe, globalement, ça se répartit assez bien. Alors, comment on fait? Qu'est-ce qu'on utilise comme techno et comme code pour faire de la recherche géographique? On va utiliser du SQL, on va commencer simple. Est-ce que ça marche? On a une bonne ligne de liste de points d'intérêt dont les champs intéressants, entre guillemets, de recherche sont l'identifiant, la catégorie, la latitude et la longitude. On fait une requête, mais vraiment, je dirais, mode bestial. On fait 2 ranges, latmin, latmax, longemin, longemax. Ça fait 2 bandes de recherche. J'ai des index qui peuvent jouer. J'ai un index sur lat, un index sur longe. Je récupère une même bande avec les identifiants de tous mes points qui sont dans la bande en latitude. Pareil en longitude, je croise les deux, super. Ouais. Si j'ai 15 millions de points, je vais me prendre dans la tête 50 000 ID à croiser avec 50 000 ID pour chercher dans une zone toute petite comme ça. Donc c'est pas un brut de fonderie. Si votre problème est réduit, que vous n'avez pas de gros volume de données, ça va bien marcher. Mais si vous n'avez pas de problème de volume, vous le mettez en mémoire, ça se passe bien, j'ai pas besoin de stockage, donc c'est un peu trompé de porte. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors avant de sortir les solutions marteau-pilon, on va être un petit peu astucieux. On va se dire, déjà, plutôt que chercher latitude et longitude d'un index sur les deux, je vais enchaîner les 2 index. Ah, ouais, pas de bol. Les données sont denses, sont bidimensionnelles. Je ne peux pas trier par latitude puis par longitude avec des ranges qui vont être consécutifs. Je ne peux pas trier une liste par deux aspects qui sont denses et qui sont divergents. Ça ne marche pas. Donc les données ne peuvent pas être triées nativement dans le bon sens. Par contre, ce que je peux faire, c'est choisir l'ordre de mes colonnes dans mon index. Et la plupart du temps, si vous avez une base mondiale, vous tournez votre carte et vous commencez par sélectionner par longitude, puis par latitude, contrairement au lat-longe qu'on a l'habitude d'utiliser dans ces cas-là. Pourquoi? Là, vous regardez l'exemple, si j'ai des hôtels, la bande rouge, ça passe par New York, Boston, Paris, Pékin, où il y a quelques points. La bande verticale verte, en termes de sélectivité, elle est beaucoup plus intéressante.
Et là, on va revenir sur un principe du SQL de base qui est, vous avez des index, vous devez regarder la sélectivité de vos index et l'ordre des colonnes est très important. Les colonnes les plus sélectives devant, la longitude avant la latitude. Après, il faut adapter ça à vos données, aux statistiques de base de données que vous avez pour savoir quels sont les bons ordres d'index qui vont vous aider. Écoutez votre DBA. Des fois, ça fait du bien. La petite particularité, si vous utilisez des bases qui ont la capacité de clusterer les index, c'est-à-dire de ranger physiquement la table sur le disque dans l'ordre de vos index, c'est comme vous faites des range scans, vous allez vous taper des range scans, vous allez lire sur votre disque en une seule passe, plutôt que de prendre des bouts dans les champs. Donc vous ordonnez vos datas selon la longitude, et vous allez faire un grand range scan en une seule passe de disque, et vous allez gagner en cycle de disque de façon énorme. Voilà. C'est des astuces. Ce genre de stratégie a ses limites. C'est-à-dire que quand on a des millions de points et qu'on commence à avoir beaucoup de requêtes par seconde, c'est-à-dire qu'on a de la charge, le disque il fait ce qu'il peut et au bout d'un moment, ça remonte des gros blocs qu'il faut refiltrer derrière et ça ne marche pas. Donc on est obligé de sortir un bracket supplémentaire. Les défis de cette indexation, c'est j'ai plusieurs dimensions, mais un B-tree dans une base relationnelle, ça trie sur une. Donc en termes d'algorithmique, je suis limité. Je n'ai pas les outils nécessaires à traiter mon problème. L'ordre de tri dépend de la requête. Ça, c'est la petite cerise sur le gâteau. C'est quand on cherche sur un point. Et l'ordre de tri pour la pagination qu'on va faire quand on a gagné notre résultat, il n'est pas précalculable. C'est-à-dire qu'une distance, c'est par rapport à un référentiel. Pas de bol, ce référentiel va changer à chaque requête que vous allez faire à la base. Donc en termes de on peut se dire, moi je vais tout dénormaliser, je vais faire des précalculés de ça. Sur le tri, 0. Impossible de faire du précalcul sur ces choses-là. Il est dépendant de la requête. Contrairement à une date où on peut faire du tri par date, il y a un ordre défini. Donc on va sortir des nouvelles structures de données et des nouveaux algorithmes pour gérer ce côté multidimensionnel. Et en particulier, les algorithmes vont avoir un trait commun, c'est qu'ils vont se faire en 2 étapes. Diviser pour mieux régner. Je vais rapidement chercher dans ma base un subset, alors le plus minimum possible, de ma vraie réponse. Et dans un deuxième temps, je vais le filtrer. Pour éviter de passer du temps à chercher une réponse exacte dans ma base directement, alors qu'elle n'est pas adaptée à faire ça. Qu'est-ce qu'on a à notre disposition? Donc c'est des extensions, des dénormalisations dans les bases SQL et dans les bases NoSQL. D'ailleurs, on va retrouver les mêmes topologies pour traiter le sujet. Et donc, les grands thèmes, c'est quadtree, rtree et les HHGO. Un quadtree, c'est quoi? Ça ressemble à ça. Et le principe, c'est dire un B-tree, c'est un arbre balancé entre 2 axes. Un quadtree, je vais le balancer sur 4 axes, et je vais me servir de ma géographie pour définir les 4 axes. Donc en particulier, si je prends mon espace d'adressage qui est représenté par le grand carré tout autour, eh bien, je vais faire du balance, je vais couper en 4 par les médianes, et je vais balancer et référencer les sous-nœuds par les 4 sous-carrés. Et au fur et à mesure, je vais descendre et je vais grignoter de plus en plus pour atteindre un niveau où ma densité de points est suffisamment bonne pour que la sélectivité en parcours de l'arbre soit correcte et soit similaire à un B-tree. Le problème de ce genre d'arbre, c'est que le B-tree, il faut le balancer. Le quadtree, il faut le balancer dans plusieurs dimensions. C'est-à-dire que quand on franchit des zones limites sur les médianes des grands carrés, on va changer de branche du tout au tout. Et donc, c'est assez coûteux à entretenir. La limite du quadtree, c'est aussi quand on a des problèmes de disparité. Et c'est là où va rentrer le deuxième algo, qui s'appelle rtree pour Relational Tree, je ne sais plus pourquoi ça s'appelle comme ça. Et là, au lieu d'avoir des boîtes fixes, on va avoir des boîtes adaptatives à la densité des points. C'est-à-dire que je vais avoir des boîtes très serrées là où j'ai beaucoup de points, des boîtes plus lâches là où j'en ai moins, parce que je vais récupérer moins d'informations. Je ne rentrerai pas sur l'explication de cet algo-là en particulier, qui n'est pas piqué des hannetons et qui a des conditions assez spécifiques de choses. En termes d'implémentation, alors le dernier GOH, j'y reviens en détail dans le code derrière. On va passer du temps dessus, ce qui m'intéresse. En termes d'implémentation, Oracle ont tiré les premiers et ça date de 85. Donc quand je dis 30 ans dans la géo, c'est pas loin du compte. Et alors par contre, ça a mis du temps à se diffuser chez les autres. Donc pendant 15 ans, 20 ans, Oracle a régné en maître. C'est-à-dire que si vous vouliez faire de la géo dans une base relationnelle, c'était chez eux qu'il fallait aller et il n'y avait nulle part ailleurs. Il y a des impléments dans SQL Server et dans Postgre qui est complètement libre. Alors c'est pas dans Postgre, c'est un supplément qui s'appelle PostGIS, des extensions de Postgre, qui est complètement gratuit open source et qui fonctionne bien. Ils implémentent tous les 3 la norme. Vous avez, je cite SQLite et Spatialite,
qui ont l'avantage comme base d'être relativement légers et qui donc s'installent sans sortir un truc de fou, enfin installer Oracle pour tester le côté géographique de la chose, c'est un petit peu overkill. La question c'est, on parle de dénormalisation, est-ce que dans la mouvance NoSQL, on a des choses qui servent? Parce que là, il y a un problème que je n'ai pas du tout traité dans les bases relationnelles, c'est le stockage de l'information géographique, colonne, machin, est-ce que ça se passe bien? Alors, ça tombe bien, dans les SGBD traditionnels, la géo, même la plus simple possible, c'est-à-dire l'atlonge, si on essaye de le faire dans une colonne, ça peut être la première forme normale. Dans les bases orientées documents, dans les colonnes familiers et tout ça, on va pouvoir stocker de la donnée un petit peu plus structurée. Donc en termes de stockage, on a de l'affinité. En particulier, définir des points et des relations d'ordre sur des choses aussi simples que 2 points. Est-ce que le premier point est supérieur ou égal pour trier de façon ordonnée? En SQL pur, c'est pas possible. En NoSQL, on va avoir des opérateurs qui vont pouvoir permettre d'agir et de lever les algorithmes de façon plus rapide derrière. Alors, il se trouve qu'en termes de recherche, en termes de stockage, il y a du gain, il y a de la flexibilité. En plus, sur les solutions schemaless, généralement, les points géographiques ont des attributs qui fluctuent un peu, donc ça s'adapte pas trop mal. Par contre, en termes de requêtage, on va retrouver dans les implémentations entre guillemets principales de la géo les mêmes types d'algorithmes, donc du R-tree, du quad-tree ou du GOH. Je cite Solar et Elasticsearch, qui pour moi peuvent être considérés comme des bases de, même si c'est plutôt de l'indexation, c'est des bases de données orientées documents dans lesquelles on peut stocker la géographie et faire des recherches dedans. Donc eux, ils implémentent des GOH dans les tokens Lucene. Ça profite de la puissance et de la rapidité de Lucene à récupérer les labels. Dans GeoCouch, il y a une implémentation du quad-tree en Erlang, une base de données en Erlang, qui fonctionne assez bien. Je vais citer Neo4j pour le côté graphe. C'est-à-dire qu'il y a une base de données qui est à la fois graphe et qui a une extension géographique, donc qui permet de combiner les deux mondes pour les gens qui ont besoin de gérer ces deux aspects-là. Et MongoDB, parce qu'ils ont un support très particulier de la géo. La dernière version qui est sortie il y a 10 jours améliore encore le support géographique. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment mainstream chez eux. C'est-à-dire c'est suivi, c'est updaté. En particulier, ils gèrent tout ce qui est modèle sphérique, c'est-à-dire les problèmes de modélisation de forme de la Terre et de projection des points sur ce modèle-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un vrai asset chez MongoDB. Et en plus, comme ils stockent les GOH dans leur binary tree et qui shardent, à la lecture et à la recherche, vous avez du sharding sur de la géo. Et ça se rencontre pas si fréquemment out of the box comme ça. C'est un projet intéressant. Alors, on va rentrer en détail dans une implémentation qui est le module spatial d'Hibernate Search, que je connais bien. C'est disponible avec la 4.2 qui est sortie il y a 2 mois maintenant. C'est basé sur des annotations, donc dans du code Java. Configuration par convention, donc de base, sans configuration, ça marche dans un mode simple. Et après, vous pouvez raffiner pour utiliser les choses un peu plus compliquées. 2 modes, le mode double range, comme on a vu en SQL, pour croiser des données avec des sélecteurs between, et un mode hgrid, donc on va détailler l'algorithme GeoHashage dedans. C'est supporté dans le DSL, vous allez voir, c'est simple à indexer, c'est simple à requêter. Le but d'Hibernate Search, c'est un facilitateur d'accès à Lucene, et qui s'intègre dans votre univers Java et avec l'ORM Hibernate. Est-ce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas du tout Hibernate Search dans la salle? Ouais, je vais aller un peu vite alors. Alors, indexer par GeoH, c'est quoi? Indexer par GeoH dans une grille, c'est dire, je vais prendre mon point, je vais calculer pour différents niveaux de maillage qu'on voit descendre là, un code et que je vais associer à son point. Donc j'ai un point, une data, qui va avoir des identifiants par niveau qui me disent, dans le niveau 1, le grand carré, il n'y a qu'un seul code, donc on ne le calcule pas. Dans le niveau 2, j'ai 4 petites cases, dans quel quadrant je suis. Dans le niveau 3, qui est encore divisé par 2, j'ai 4 par 4, j'ai 16, dans quel identifiant de dalle je suis, pour pouvoir, lors de la recherche, calculer dans quel secteur se trouvent mes points, récupérer les points qui sont flagués avec l'identifiant du niveau, et ensuite filtrer. Donc le stockage, c'est vraiment ça, c'est vraiment stocker les labels pour retrouver les points qui ont été flagués. Lucene est très efficace dans la récupération de labels associés à de la data. On va avoir des performances efficaces grâce au moteur en dessous. Donc une recherche, c'est quoi? C'est un point, un centre de recherche, un rayon.
Donc la première chose que j'ai à faire, une fois que mes données sont indexées avec mes petits labels, je vais dire, OK, j'ai plusieurs niveaux, à quel niveau je vais aller chercher des points et choper des points correspondant à des labels. Alors, si je prends une grille trop grande par rapport à mon ensemble de recherche, là, il intercepte 2 grilles, je vais récupérer tous les points des 2 grilles, donc je vais avoir des tonnes de données que je vais devoir filtrer derrière. Donc c'est suboptimal. Inversement, si je prends un niveau trop petit, je vais me retrouver avec plein de grilles différentes, et donc je vais devoir faire une requête avec plein de labels à chercher, et là, l'index Lucene, il va passer son temps à aller chercher plein de références différentes, alors qu'on voit bien que ça pourrait être regroupé et être optimal. Il se trouve que le niveau optimal, c'est à peu près ça. C'est-à-dire c'est le premier niveau qui est au-dessus de la taille de ma zone. Pourquoi? Parce que dans le cas optimal, je chope une dalle, coup de bol, et dans le cas suboptimal, j'en chope 4. Et donc, si vous calculez en fonction du diamètre de votre recherche le niveau qui est juste au-dessus, vous êtes au mieux en 1 hop pour récupérer toutes les données qui sont autour de votre zone de recherche, au pire en 4. Donc on est sur quelque chose qui n'est pas déterministe, mais qui est borné. Donc les étapes de la recherche derrière, c'est calculer le niveau, ce qu'on vient de faire. Je calcule les identifiants des zones pour ce niveau qui sont en interception et qui couvrent ma zone. Donc je vais calculer les identifiants des 4 zones maximum qui couvrent, qui pavent le plan en superposition de ma zone de recherche. Derrière, je vais les fetcher, ces zones, enfin, pas fetcher les zones, je vais fetcher les objets qui ont été flagués avec les identifiants de ces zones pour ce niveau. Et derrière, deuxième étape, j'ai mon subset, j'ai réduit mon problème, je ne cherche plus dans 18 millions de points au niveau mondial, je cherche dans un segment qui fait 500 points, et je vais pouvoir calculer la vraie distance, je vais pouvoir filtrer pour dire ceux-là, ils sont trop loin, ils ne sont pas bons, et je vais pouvoir trier sur un subset qui sera cohérent. Niveau code, à quoi ça ressemble? Ça, c'est une classe à noter uniquement Hibernate Search. Si vous aviez un l'ORM en plus, qui soit JPA ou Hibernate, vous auriez un attentity en plus pour faire la récupération automatique des objets depuis la base de données une fois que la recherche dans l'index Lucene est effective. Voilà, donc on a un champ name, et puis on avait latitude, longitude, et puis il faut indexer, on ne savait pas trop quoi en faire, quoi. Et donc on va rajouter, tranquillement, @spatial sur la classe, @latitude, @longitude sur latitude et longitude. Alors, je vous cache les détails de l'ImpEM, il faut que ce soit des doubles qui soient dans un certain système de projection pour que ça colle bien, qui est celui du GPS, d'ailleurs le plus utilisé. Mais voilà, c'est indexer les données grâce à Hibernate Search de façon spatiale. Ces 3 annotations, je sauve mes datas, ça indexe. Basta. À la recherche, c'est un peu plus compliqué, mais pour ceux qui connaissent Hibernate Search, ça ressemble, ça va pas beaucoup plus loin. La première ligne, je fais un get search factory sur la classe que j'ai indexée, rien de nouveau. Je définis la latitude et la longitude de mon centre, et derrière, j'utilise le DSL. J'utilise le DSL, builder, spatial, qui est le nouveau extender du DSL pour ces filtrages-là. Sur les coordonnées, il y a un petit schème de classe pour dire sur quel champ, de quelle entité je vais aller chercher. Et je dis, je cherche à 50 km de la latitude de mon centre, de la longitude de mon centre, create query. Le builder vous renvoie une query Lucene. Ça a plusieurs intérêts. Donc déjà, vous avez la query, vous la jouez, vous avez votre résultat, mais plus intéressant, vous pouvez la combiner. Donc aujourd'hui, avec la 4.2 d'Hibernate Search, vous êtes capable de faire une recherche full text sur le nom de vos éléments, avec des attributs. Je reprends les cas des hôtels, je veux que les hôtels 3 étoiles dont le nom contient Toto. Dans une certaine région du monde, c'est-à-dire qu'avoir tous les hôtels qui s'appellent hôtels, ça ne m'intéresse pas. Et en plus, je vais récupérer le résultat qui sera paginé, et si j'active les facettes sur les attributs, je vais avoir un résultat full text, attribut, spatialisé, avec les facetting. Tout ça dans la même boîte. En termes de perf, qu'est-ce qu'on gagne? En termes de perf de code, vous avez 3 annotations, plus un DSL à utiliser. Là, on a bien simplifié le problème. En termes de perf, aujourd'hui, le test qui est fait, qui est inclus dans Hibernate Search, parce que c'était un point qu'on a beaucoup travaillé, on a pris la base GeoNames, qui est des data open source, sur les points des données administratives, les villes, les départements en France en particulier, au niveau mondial. Nous, on a pris la base française pour que le test ne casse pas Continuous Integration tous les 4 matins.
On indexe, c'est 133 000 points. Sur 133 000 points, on fait des recherches au hasard dans un rayon de 50 km. On a seedé le random pour être sûr que ce soit répétable en termes de perf, il ne faut pas tricher. Et donc avec le double range, aujourd'hui, vous récupérez les administrative area dans 133 000 points en 20 millisecondes. Si vous activez le mode grid, vous passez à 6 millisecondes. Si jamais votre volumétrie de données explose, le mode range va se dégrader. Le mode grid, 4 labels max. Quel que soit, si vous avez des données ailleurs que dans votre zone de recherche, l'impact, parce qu'on est dans les index Lucene, va être absorbé par la technologie Lucene. Vous n'avez pas à vous en occuper. Donc en termes de scaling de perf, vous allez avoir quelque chose qui est robuste. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, la géographie, grâce à l'émergence des LBS, grâce à des outils qui facilitent la vie des développeurs pour intégrer de la fonctionnalité géographique dans votre projet, c'est quelque chose qui devient mainstream pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on n'avait pas de la recherche de proximité sur un type de moteur comme Page Jaune, ouais, avoir un coiffeur sur toute la France, ça ne m'intéresse pas beaucoup, quoi. Donc, il y a des restrictions. On peut dire chercher un coiffeur sur Paris, c'est pas de la recherche géo, c'est de la recherche par attribut. Mais avec le téléphone portable, vous avez tous un GPS dans votre téléphone aujourd'hui, vous ne voulez pas avoir la liste des coiffeurs sur Paris, vous voulez avoir la liste des coiffeurs autour de moi, autour de chez moi. Et donc là, on est vraiment dans la recherche spatiale. Et aujourd'hui, vous, développeurs, vous avez les outils pour intégrer de la géographie dans vos applications. Et c'est simple, c'est accessible. Voilà, c'est tout ce que j'avais. Si vous avez des questions... Oui. C'est un petit peu au-delà de ce que tu nous as présenté, mais tout ce qui est les outils un peu type PostGIS ou Oracle qui permettent de faire des intersections de géométrie, ce genre de choses. On en est où actuellement sur le support de tout ce qui est des exercices de reprojection, intersection, de forme complexe? Alors la question c'est, dans les outils type PostGIS et Oracle, où on en est du support des outils, des intersections et tout ça. Dans le NoSQL. Alors NoSQL, c'est attelé à régler le problème de la recherche de points. C'est-à-dire que la gestion des polygones et tout ça dans le monde du NoSQL, aujourd'hui, c'est un sujet, déjà la géographie, c'est assez neuf. Mais alors, en plus, gérer cette lourdeur-là et cette complexité-là, c'est quelque chose qui n'a pas été traité. On va retrouver pour les développeurs Java des outils comme JTS, qui est un Java Toolkit Suite qui permet de gérer les polygones côté code. Et après, le stockage est possible dans les bases de NoSQL. Mais vous n'aurez pas de la gestion d'opérateurs parce que, entre guillemets, on a vu la lourdeur que ça a eu dans le monde relationnel et ça n'a pas l'agilité que les solutions NoSQL veulent avoir aujourd'hui, quoi. Pour moi, ce n'est pas le bon endroit. Aujourd'hui, si vous voulez faire un système d'information géographique parce que vous avez de la carte à gérer, au sens je produis de la donnée carte et pas je fais une surcouche avec des choses qui sont légères, ben, la question c'est est-ce que j'ai une alternative à mon SIG et mes problèmes de scaling dans le monde du NoSQL? Pas vraiment. Parce que c'est des problématiques complexes de définition de normes, d'interaction avec les éditeurs. La seule exception, je ne mentionne pas dans la présentation, c'est les gens comme Navteq et Téléatlas qui collectent de la data. Eux, ils ont des problèmes de volumétrie de données et de retraitement. Et il y a des solutions dans Hadoop pour traiter de façon des grosses volumétries. Et là, il y a des outillages qui permettent de faire de la géo dans Hadoop. Et en particulier, il y avait quelque chose qui était très intéressant, c'était une extension spatiale dans Cassandra, mais qui a été arrêtée et qui a été internalisée par l'équipe et ils ne la mettent plus à disposition, elle a été complètement stoppée. Et donc, il y a des besoins qui sont traités par le NoSQL, je sais pas, Hadoop, c'est pas NoSQL stricto sensu, mais qui pour traiter de la géographie, mais qui ne sont pas aussi industrialisés que ce qu'on peut avoir dans des systèmes de base de données relationnelles. Oui. Par rapport faire la requête directement en SQL, enfin, PostgreSQL, PostGIS ou Oracle, et si l'alternative de mettre un observeur ou un géoserveur, d'interroger avec AWS, GetRequest Info, on peut mettre un point d'origine et au moins un carré autour. Et cette alternative-là pour la recherche aussi qui existe. Alors, le carré autour, c'est effectivement l'histoire des double range. C'est ce que je fais. Hein. Et après, on laisse faire des index. Alors, quand on laisse faire les index, ça se passe mal. Justement parce que c'est deux ranges qui vont se croiser. Et si vous regardez le plan de requête
que va générer un DBMS relationnel standard, ben effectivement, il va être obligé de scanner et de stocker en mémoire tous les ID qui sont interceptés sur la première bande, pareil sur la deuxième, et de faire un croisement entre les deux. Et quand on a des volumétries de gestion qui commencent à être importantes, si vous avez 50 000 points, ça tient en RAM, c'est pas grave, on va avoir du cache et tout ça. Quand vous commencez à avoir des problématiques de scaling, parce que vous commencez à avoir beaucoup de points, et GeoName 130 000 points, on commence à sentir vraiment les effets. Là, tout d'un coup, le système de base de données, il va prendre des décisions monodimensionnelles. Il va essayer de croiser deux requêtes monodimensionnelles et les volumétries de croisement et de vérification d'ID sur le hash join que vous allez générer dans votre plan de requête, il va prendre cher. C'est pour ça que les bases relationnelles, c'est pour ça qu'Oracle a commencé dès 85 à traiter avec du quadtree et du rtree dans leur solution. C'est que quand on leur demandait de gérer dans leur base de la donnée géographique, en termes de capacité de requêtage, ça passait plus avec des index B-tree, quoi. Oui. J'ai un projet de géospatial, ça concerne le Wi-Fi, récupérer plein de hotspots. Ouais. Il y a 50 millions dans ma base. Ouais. Et on me dit qu'il faut que j'utilise Mongo. Est-ce que tu crois que ça tient la charge avec le GeoH et puis le Sharding? Ouais. Ça tiendrait? Alors, je répète la question pour la vidéo. Est-ce que 50 millions de points de hotspot mondial, ça tient dans Mongo? Oui. Moi, si j'ai un avis, c'est aujourd'hui, Mongo, c'est un bon endroit pour venir stocker de la volumétrie avec du GeoH en termes de base de données externe, parce que vous allez avoir du sharding, leurs B-trees sont performants, le GeoH qui calcule, qui est similaire à ce que je vous ai montré dans Hibernate Search Spatial, c'est des techniques qui effectivement marchent et qui permettent de garantir qu'on ne va pas exploser en temps de requête avec les nombres de volumétrie de data qui augmentent. Deuxième question. Sensorly, aujourd'hui, utilise Cassandra. Sensorly, c'est en fait le fait de récupérer les coordonnées GPS des téléphones et de les foutre en base de données. Oui. La base de données que tu utilises, c'est un Cassandra géospatial. Alors, Pourquoi tu disais que Cassandra, c'était... il y avait la géospatiale, mais... Alors, les gens qui faisaient la fonctionnalité spatiale dans Cassandra, Géo Cassandra, avaient une distribution, avaient quelque chose qui n'était pas open source, mais qui mettait à disposition de la communauté. Et aujourd'hui, si tu cherches pour essayer de récupérer les infos, ça a complètement disparu du scope. Donc, il y a encore les artefacts qu'on avait, que les gens avaient, mais à date, moi, je ne sais pas où va le projet. C'est pour ça que je l'avais dans la presse, je l'ai enlevé, parce que c'était une solution très intéressante pour les capacités multi-writer, en particulier de Cassandra. Le sharding, le cluster, c'est énorme. Ouais, mais aujourd'hui, l'avenir sur ce composant-là, en tout cas de spatial, qui était entre guillemets la référence, aujourd'hui, DataStax n'a pas de démarche géo, là où Mongo en a une, et ils sont très 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 à fond dessus. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas deux releases de Mongo où il n'y a pas la gestion du spatial qui est mis en avant ou qui est upgradé et tout ça. Aujourd'hui, c'est Cassandra. Je ne suis pas capable de vous dire allez-y parce que je ne sais pas s'il y a vous allez avoir du support et de la facilité de gestion qui va effectivement perdurer ou pas. Et sinon, ma dernière question, j'ai compris qu'en fait, moi je suis en GeoH, j'ai compris comment ça marchait avec Mongo, puisqu'en fait le site est super bien fait, on explique les lasers, etc. Mais j'ai rien compris au quadtree, en fait. J'arrive pas À visualiser ce que ça veut dire. Ouais. Un B-tree, c'est un balance tree où on essaye d'avoir les deux branches équilibrées. Voilà, Paris centre, quoi. C'est ça. Sur le quadtree, on essaye de faire pareil, sauf qu'on va guider l'équilibrage, les branches, par la géo. Et comme la géo ne peut pas se mettre en deux branches, eh bien on rajoute deux branches et on va découper l'espace. Et en fait, on va descendre dans l'espace dans ma recherche. Le but du quadtree, c'est que quand je vais parcourir le quadtree sans rentrer dans l'algorithme de descente en profondeur, j'aille que dans un secteur du quadtree pour que l'index, de la façon dont c'est stocké physiquement, parce que les disques, la propriété embêtante d'un disque, c'est que c'est un array de byte qui a une dimension. C'est une spirale sur un disque. Et sur un disque, physiquement, on ne stocke pas les données dans deux dimensions. On ne peut pas se balader sur un XY et être dans un secteur en une seule requête. Et donc le but du quadtree, c'est de garantir que le parcours
des nœuds de l'index soient toujours dans le même secteur et que donc on n'ait qu'une certaine zone à requêter. Et c'est là où le quadri pose problème, c'est que quand on a une zone de recherche qui est à cheval sur deux choses, ben on est dans une branche et aussi dans l'autre. Là où le GeoHash par grid, c'est du stockage de labels sans équilibrage, et on va s'appuyer sur Lucene, que ce soit Elasticsearch, que ce soit Solar. Oui, mais d'accord, par exemple, si tu as du Java et tu fais des requêtes en fonction de Java, effectivement, tu définis deux variables, tes doubles latitude et longitude, mais tu peux aussi dire, tiens, je vais faire une variable qui va être minimum latitude, maximum latitude, middle latitude, que tu dis minimum latitude, c'est une variable de Java plus 0,02 sur un float. Donc en fait, tu vas trouver en GeoHash différentes valeurs. On en parle juste après ? On va en parler en un. D'autres questions ? Bon. Ben, merci de votre attention.